Bon, avant le début de la vidéo, je vais quand même faire quelques petits disclaimers. Déjà, ça va spoiler fort, donc ceux qui n'ont pas joué au jeu, déjà, vous attendez quoi? Ensuite, je vous conseille pas de regarder cette vidéo, vu que je vais parler de toutes les fins, etc. Sauf si vous vous en battez royalement les couilles. D'autre part, j'ai quelques trigger warnings à foutre ici. On va parler de Doki Doki Literature Club, et donc par conséquent, des sujets évoqués dans le jeu, notamment la dépression et... Eh ouais, moi je censure pas les mots, j'en ai rien à foutre. Donc, si vous êtes trop sensible à ces sujets, je vous conseille pas non plus de regarder cette vidéo. Et pour finir, il y a des passages de cette vidéo qui vont logiquement être abordés avec un ton plus sérieux que d'habitude. Forcément, je vais pas faire des... Regardez-là, elle s'est taillé les veines. Non, je suis une salope, mais pas à ce point-là. Donc, vous attendez pas à de l'humour constant. Bref, on s'endort là. Je vous laisse avec la vidéo. Depuis que je suis tout petit, je suis ce qu'on pourrait considérer comme un geek. Puant, un otaku, ou bien comme mes proches aiment m'appeler, une petite pute déscolarisée sans avenir qui passe ses journées à se branler sur des hentai ou à jouer à des jeux vidéo dans sa chambre. Chambre qui ressemble surtout à une cave si vous voulez mon avis, en dormant sur un matelas à du sol entre un radiateur et une prise électrique. Oui, j'aime le risque. Mais c'était pas toujours assumé. Quand j'étais petit, j'étais en total sim sur China dans les Chevaliers du Zodiac, jusqu'à ce que... Quelle horreur! Non, chérie, tu gardes ça, hein? Et oui, je lisais des mangas en secret. Quand j'en empruntais à la bibliothèque, j'avais mes 3 tomes hebdomadaires de Keroro dans le sac, et en dessous, t'avais un tome de Shingeki no Kyojin bien caché. J'étais déjà malicieux à cette époque. Bref, on s'en bat les couilles. J'avais pas énormément de potes, étant donné que j'allais déjà plus en cours en CM2 et que je passais mes journées sur mon laptop Asus à jouer à Lego Batman 3 pendant des heures. Le fun à son paroxysme. Et pour combler mon manque de confiance en moi et ma vie sociale plus que pauvre, j'ai commencé à jouer à des dating simulators. Alors, pour ceux qui savent pas, un dating sim est un jeu où tu rencontres des femmes virtuelles, en 2D ou en 3D, et que ton objectif ultime, c'est de la ramener chez toi et de la sauter dans tous les sens. Une sombre époque de mon existence. J'en ai bouffé ça, croyez-moi. Itch.io ou les jeux flash. Jusqu'à ce que, dans un ennui profond, j'ouvre Steam et j'installe un jeu à peine sorti à cette époque-là qui mettait en avant des jolis waifus dans une ambiance kawaii desune, comme j'aimais fortement à cette époque. Mais je vous l'ai dit, quand tu passes de Magical Doremi à Berserk, tu sens l'évolution du personnage. Puis au premier lancement, j'ai reçu un trigger warning bien badant qui est venu ramener Popol à sa place. C'est pas un dating simulator ça, si? Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler de... Ferme ta gueule, c'est moi qui parle. Bref, on va parler de Doki Doki Literature Club, le jeu qui a traumatisé toute une génération. Ça claque là, non? Oui, non, ça claque les gars, ça claque. Doki Doki Literature Club est un jeu type visual novel. Attends. Qu'est-ce qu'un visual novel? Pour faire simple, histoire que même les gens qui n'y connaissent rien s'y retrouvent, un visual novel c'est un jeu où le gameplay va être surtout basé sur la narration. Donc tu peux seulement lire des dialogues et faire des choix qui influeront plus ou moins sur la suite de ton jeu. C'est un genre qui est apparu dans les années 80 et qui a connu un grand nombre de classiques. Je pense notamment à ma série de cœur, Higurashi no Naku Koroni, ou Le sanglot des cigales pour les français de souche. Et je pourrais en citer beaucoup d'autres, mais la vidéo prendrait dans ce cas-là 3 heures. Ce genre est surtout relié au jeu de drague, ou dating simulator comme j'en ai mentionné l'existence plus tôt dans la vidéo. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est réservé uniquement aux romances. Bref, DDLC est développé par Team Salvato, édité par Team Salvato, réalisé par Team Salvato et composé par Team Salvato. Je chie copieusement sur Wikipédia. Et au fait, le nom de l'équipe c'est en référence à lui, Dan Salvato, qui a créé le jeu. Il sort tout d'abord le 22 septembre 2017 sur notre plateforme préférée qui est Itch.io, puis le 8 octobre de la même année sur Steam, au prix faramineux de 0€. Il aura d'ailleurs une réédition sortie le 30 juin 2021 au prix de 15 balles, 14,99€ pour les plus casse-couilles, pour les plus pointilleux, sur toutes les plateformes que vous connaissez, Xbox, One et Series, PS4 et PS5, forcément sur PC car PC Master Race, et même Nintendo, connu pour mettre un point d'honneur sur le family friendly.
oubliez ce que je viens de dire. Cette réédition comprendra des histoires annexes basées sur les différentes protagonistes du jeu, sur lesquelles on reviendra plus tard. Une totale refonte graphique, incluant de nouveaux sprites en haute qualité. Bah oui, il faut savoir qu'à sa sortie en 2017, la résolution max du jeu c'était le 720p et sans upscale. Du coup, cette refonte rajoute vraiment un plus. Ainsi qu'un accès à la bibliothèque des OST du jeu et un système de galerie avec des photos, des poèmes et des artworks du jeu qui sont débloquables au fur et à mesure qu'on avance dedans. Donc ouais, un package bien fourni. Mais ça, toute personne ayant joué au jeu et s'y étant intéressé un minimum le savent déjà. Mais nous, ce qui nous intéresse réellement, c'est comment l'idée Doki Doki Literature Club est-elle née? Doki Doki Literature Club est sorti de la tête de Dan Salvato, un américain malgré ce que pourraient penser pas mal de gens avec de nombreux stéréotypes en tête. C'est un jeu avec des graphismes animés qui s'appelle Doki Doki Literature Club. Doki Doki qui est l'onomatopée qui représente les battements de cœur dans les mangas. J'en déduis donc que le créateur du jeu est japonais. Ouais, ce genre de fils de pute. Dan est un fan d'anime et de visual novel, sans pour autant ressentir l'amour fou pour ces derniers. Parce que ouais, il kiffe les VN et le fait qu'ils arrivent souvent très bien à nous imprégner dans l'histoire et à nous faire nous attacher aux protagonistes. Sauf que... ce qui lui casse un petit peu les couilles, c'est les clichés auxquels sont limités et se limitent eux-mêmes ces jeux. D'un autre côté, il kiffe beaucoup les histoires d'horreur. Mais c'est pas une petite sous-merde qui considère La Nonne comme un bon film d'horreur. Non, notre cher Dan, lui, son trip, c'est les histoires qui savent imposer une atmosphère inquiétante. Lui-même cite des grands classiques du genre comme Yumeniki ou Eversion, pour les plus connaisseurs d'entre nous. Il lui prend donc l'envie de mélanger le genre visual novel avec cette atmosphère inquiétante, limite effrayante, pour attirer une toute nouvelle audience dans cette industrie habituellement réduite aux romances à l'eau de rose ou aux jeux de cul. Cette envie de se détacher des clichés du genre se fera notamment ressortir dans la narration du jeu, qui est plus rapide qu'un visual novel lambda, ce qui favorisera l'envie de découvrir le genre à une toute nouvelle audience qui n'y connaît strictement rien, tout en prenant le risque de rebuter les habitués qui, eux, de leur côté, une narration et un scénario lent afin de laisser le temps de bien développer les différents personnages. Et également l'évolution du jeu, qui se veut commencer comme un VN du genre romance classique type School Life avec un mec normal qui rencontre un groupe de meufs, ce qui va découler vers un harem, et ainsi de suite. Enfin, ça c'est ce qu'on pourrait penser de prime abord. Mais plus on avance dans le jeu, et plus on ressentira les envies de Dan Salvato de faire peur, et de faire ressentir du malaise aux joueurs. J'ai usé d'une figure de style appelée Hyperbole. Parce que oui, il a pas créé le jeu uniquement pour tromper les joueurs, hein, soyez pas cons. Et ça, vous en faites pas, on y reviendra après. Le jeu prendra 2 ans à être développé dans le plus grand des silences, c'est-à-dire que quasi personne n'avait eu vent de la création d'un tel jeu avant de sortir sur les différentes dates énoncées avant. Et ce, gratuitement. Enfin, si on le voulait, on pouvait le payer au prix de notre choix. Sachant que si le prix que t'avais choisi était d'une valeur supérieure à 10 balles, tu bénéficiais du fan pack, qui lui aussi comprenait les OST du jeu, des artworks et des fonds d'écran. L'idée de Doki Doki Literature Club Plus, quant à elle, est née le 2 janvier 2020 dans un tweet de Dan Salvato annonçant qu'il voulait ajouter un nouveau contenu sur son bébé d'amour. Contenu qui mettra en avant les personnages du jeu afin qu'ils soient développés plus en profondeur. Ah, je peux vous dire que les fans chevronnés de VN avaient un sacré barreau en lisant ce tweet. Bref, tout ça c'est bien mignon, mais concrètement, Doki Doki Literature Club, ça raconte quoi? Bon, cette partie de la vidéo va être très longue et va être structurée comme ça. On va déjà parler des 4 actes, car oui, le jeu est composé d'actes qui sont un peu le même système que les épisodes dans les Higurashi. Ensuite, on parlera des fins alternatives. Et enfin, on parlera des personnages individuellement. Oui, en gros, il y a du taf. Doki Doki Literature Club nous met dans la peau d'un protagoniste masculin, qu'on pourra appeler comme on le désire, ce qui laisse libre cours à notre... imagination. On vit une vie de lycéen banal sans plus, quand soudain, une des protagonistes du jeu, Sayori, qui est notre amie d'enfance et qui est également notre voisine, nous invite à rejoindre le club de littérature dans lequel elle est, étant donné qu'on a un vieux galérien qui a trop la flemme de trouver un club. Bref, on se fait acheter avec une pâtisserie. Dans ce club de littérature, notre personnage, que j'ai appelé Keiichi pour des raisons évidentes, Alors Keiichi, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. va faire la connaissance des 3 autres protagonistes du jeu. On a d'un côté Natsuki, la tsundere typique impulsive qui s'énerve souvent. Non, je déconne, le personnage est bien plus complexe que ça. Mais dans ma première expérience de jeu qui date de plusieurs années, c'est ce que j'avais pensé de prime abord. On a ensuite Yuri, une autre waifu type timide et réservée avec des caractéristiques moé, clichés du genre maladroite et vite gênée, trop shy. Bon, pareil, là j'abuse de fou hein. Le personnage de Yuri est bien plus complexe, mais comme pour Natsuki et les autres personnages, on y reviendra plus tard. Et enfin... qui sera un peu le point central du jeu, le cliché de la fille populaire du lycée, etc. Bref, vous avez saisi le schéma. Après les avoir rencontrés, on va commencer à participer à la vie du club, notamment en écrivant des poèmes par le biais de mini-jeux sur lesquels tu choisis les mots qui s'accorderont le mieux avec le personnage que tu préfères. Alors... ma belle Yuri est une belle femme réservée et réfléchie. Elle est mature et intelligente. Le bordel de merde! Et en apportant notre aide pour les préparatifs de ce qui sera le grand événement du jeu, la pelote du fil rouge si vous préférez, le festival de l'école. Et ce festival est vu par les membres du club comme un tremplin pour leur crédibilité en tant que club de littérature. Parce que oui, comme il est mentionné dans le jeu, la littérature c'est aux F-tiers pour pas mal de monde. Mais passons, on ira apporter notre aide à chacune des protagonistes, ou celle pour qui vous avez votre préférence. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two
Bref, le jeu se veut commencer comme un dating simulator banal avec un harem de waifu lycéennes, majeur bien entendu. Sauf que, si vous avez pensé ça aussi, vous êtes con, comme j'ai été con pendant les premières heures de jeu. Car comme j'ai mentionné quand j'ai parlé du développement de Doki Doki, Dan Salvato n'aime pas ces clichés auxquels sont rattachés les visual novels et les waifus. Et il compte bien nous le faire comprendre car pendant la préparation du festival, alors que tout va pour le mieux, notre protagoniste se rend chez Sayori parce qu'elle est pas venue en cours alors que elle a vraiment pas l'habitude. À part quelques petits retards par-ci par-là, mais voilà. Et là on découle une conversation entre elle et nous où elle nous avoue que depuis petite, elle souffre de dépression. Chose pas forcément évidente à remarquer étant donné le caractère enjoué du personnage depuis le début, ce qui sera important pour la suite. Mais c'est pas tout, car elle nous annonce également être amoureuse de nous. Et là arrive ce qui est pour moi le choix le plus cruel de l'histoire du jeu vidéo. Soit on accepte cette déclaration et on devient son petit ami, soit on la recale et la fout dans la friendzone. À ce moment-là, je pense que je suis pas le seul à avoir passé un quart d'heure, une demi-heure à réfléchir et à sauvegarder en boucle. Et étant donné qu'avant j'étais une petite pute sans cœur, j'ai choisi de la friendzone car j'étais attiré par les nibards, la personnalité de Yuri, comme tout puceau prépubère. Et ce choix, je l'ai regretté amèrement, car le lendemain, dans in-game, en allant la chercher car elle était toujours pas venue encore une fois, j'ai découvert... Ok, là, le jeu nous met clairement une grosse claque et nous rappelle que nos actes ont des répercussions, des conséquences. Et ce, même dans les jeux vidéo. Il nous rappelle aussi par ce passage que les protagonistes ne sont pas que des sprites, des illustrations ou des modèles 3D. Que comme nous, les êtres humains, dans leur monde, c'est-à-dire le jeu vidéo, ils peuvent avoir des sentiments, être tristes ou heureux. Et ce simple fait ne se manifeste pas sur des sound effects ou une expression faciale différente. Il se manifeste par des actes. Et c'est à ça que le joueur est confronté, que notre protagoniste est confronté. Et voici comment se conclut l'acte 1, nous laissant impuissants face à cette conséquence qui est le de Sayori. Après cette scène, on est immédiatement renvoyé au main menu. Mais sauf que, même si on avait soigneusement pris le temps de sauvegarder à chaque choix, histoire de faire différentes routes, etc., et ça a servi à rien puisque le jeu a délibérément supprimé nos fichiers de sauvegarde. Ce qui renforce cet aspect conséquence et irrémédiable de nos actes, pour lesquels on ne peut pas revenir en arrière. Et ce qui renforce du coup, cette culpabilité que ressent le joueur. Du coup, on est obligé de relancer une nouvelle partie. Enfin, c'est ce qu'on croit puisque toutes les mentions de Sayori ont été supprimées. Son sprite, ses dialogues, et elles ont été remplacées par des glitches ou des bugs. Comme si le jeu lui-même l'avait oublié. Qui arriveront de plus en plus souvent après la fin de l'acte 1. Du coup, à la place de Sayori, c'est... Monica. Oh oui. Qui nous invite à rejoindre son club. Sauf qu'à l'instar de notre première save, comme j'ai mentionné juste avant, de plus en plus d'événements chelous viendront troubler notre vie de lycéen japonais lambda. Oh, je vous le dis, dans nos scolarités, on va pas que sniffer des culottes sales, hein. Sans oublier les personnalités des deux autres protagonistes, Yuri et Natsuki, qui eux aussi ont été changés depuis l'acte 1. En effet, Yuri va de plus en plus laisser s'exprimer son côté un peu... possessif. Je ne dirai pas le mot, 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 je ne dirai pas le mot. Elle arbore des caractéristiques yandere. Et merde. Tandis que Natsuki, quant à elle, va plus laisser entrevoir une facette vulnérable de sa personnalité, contrairement aux premières impressions qu'elle avait pu donner en tant que personnage colérique et impétueuse. En fait, le seul personnage qui reste à peu près normal, dans le sens où son caractère ne change pas le moins du monde par rapport à l'acte 1, c'est Monica. À part qu'elle va être encore plus commère et encore plus salope que dans l'acte 1, en tentant d'empêcher Yuri et Natsuki de passer du temps avec cet Apollon de Keiichi. Sauf que si les deux autres filles ont soudainement changé de personnalité, c'est pas pour rien, car c'est Monica elle-même qui modifie le jeu et donc les caractères des personnages, et ce, directement à partir du code, afin de faire en sorte qu'elle passe pour des folles auprès du joueur, nous en l'occurrence. Et vraiment, quand t'apprends ça, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Ça explique les nombreux moments où Monica brisait le 4ème mur pour par exemple nous expliquer comment sauvegarder, ou quoi elle nous donne des astuces sur le jeu en lui-même, ce qui perturbait carrément notre prota. C'est con dit comme ça, mais quand ça fait tilt, quand les 3 neurones qu'il me reste se connectent, et je me sens comme un génie. Et l'histoire, ainsi que chaque ligne de dialogue que j'ai lue jusque-là, paraissent immédiatement beaucoup plus cohérentes. Malheureusement,
Ok, on a bien déprimé. Ah bah j'avais prévenu hein. Bref, dans ce troisième acte, après avoir redémarré le jeu encore une fois, on se retrouve assis dans une pièce au milieu de l'espace. Heureusement que les fenêtres sont renforcées grâce à ces cadres en acier galvanisé et ces vis à expansion. Parce que sinon on serait déjà mort hein. Je suis à deux doigts de péter un plomb. Dans cet espace, le seul élément vivant et non corrompu, c'est Monica, qui est assise juste en face de nous à nous regarder avec... assistance. Et s'ensuit alors un très long mais très passionnant dialogue. Parce que c'est le moment où le reste des pièces de puzzle cachées sous le meuble s'assemblent. Où Monica nous explique qu'elle a conscience de n'être qu'un personnage de jeu vidéo, mais grâce au fait d'en avoir conscience, elle a pu prendre le contrôle du jeu. On peut comparer ça un peu avec la théorie d'où, d'après les rumeurs, si t'es conscient d'être dans un rêve, tu peux totalement prendre le contrôle. Ce qui peut avoir la conséquence de totalement altérer ou changer la personnalité des autres personnages. Comme on a pu le voir avec Natsuki et Yuri dans l'acte 2. Elle nous avoue en même temps que si Sayori est passée à l'acte, c'est totalement de sa faute, car elle a modifié sa personnalité à elle aussi, et que son objectif avec toute cette manipulation, tout ce mindfuck qui nous est imposé, c'était simplement de les rendre repoussantes ou désagréables à nos yeux, pour qu'on ait Dieu que pour elle. La séquence représente ensuite plus trop d'intérêt, puisque Monica nous parlera de tout et rien, du temps qu'il fait dehors, de ce qu'elle a mangé le midi, de son bonnet. Ce qu'on doit faire ensuite pour progresser, c'est d'aller supprimer le dossier nommé Monica dans les fichiers du jeu. Mais si le joueur décide de supprimer le dossier Monica, le jeu se mettra à bugger avec ses glitches caractéristiques au jeu. Monica, quant à elle, va commencer à paniquer parce que forcément, elle a finalement pas tout le pouvoir qu'elle pensait avoir sur le jeu. Et elle va commencer à allègrement nous insulter, jusqu'à s'arrêter et marquer un temps de pause, avec une tension quand même assez palpable. Quand elle décide de reprendre la parole pour nous avouer qu'elle nous aime toujours malgré ce qu'on a fait. On a quand même essayé de la supprimer quoi. Et s'excuse pour ce qu'elle a fait avant de ramener les autres personnages en jeu. Car oui, elle les avait pas supprimés à 100%, c'est le scénario. Puis elle décide de se supprimer elle-même du jeu. Ensuite le jeu redémarre à nouveau. Et nous voici dans l'acte 4. Cet acte 4, qui est aussi l'épilogue de la route entre guillemets classique, commence comme si on commençait une nouvelle partie classique, mais sans Monica. Dans cette timeline, Sayori est la présidente du club de littérature, et on est visiblement pas le même fils de pute que dans le premier lancement. Genre un flemmard un peu relou. Car cette fois-ci, on accepte de bon cœur de rejoindre le club de Sayori. Et au sein de ce club, on y ressent une meilleure atmosphère que quand il y avait Monica, avec une meilleure entente entre les différents protagonistes du jeu. Donc le scénario continue tranquillement, de la manière la plus friendly family possible, jusqu'à la fin de la première journée où on entreprend un dialogue avec Sayori, où elle nous remercie d'avoir supprimé Monica du jeu. Car en effet, étant présidente du club, elle a souvenir des parties précédentes et de tout ce que Monica a fait. Mais bon, on reviendra sur ce détail quand on parlera d'une des fins alternatives. Après ça, Sayori nous amène dans la même pièce que l'acte 3, avec les fenêtres en acier galvanisé. Mais ça, c'était sans compter Monica. Visiblement, ne s'était pas totalement supprimée du jeu, qui intervient et supprime à nouveau Sayori. Sale pute! Can you hear me? Hi, it's me. So you know how I've been like practicing piano and stuff, and not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song, and I was kind of hoping that I could show it to you, because I worked really, really hard on it. So yeah. Every day I imagine a future where I can be with you. Doki Doki Literature Club compte 4 fins. On a donc la fin classique que je viens de vous expliquer à l'instant, qui arrive à la fin de l'acte 4. Mais on a aussi 3 autres fins alternatives, qu'on peut aussi appeler fins secrètes si on veut faire une vidéo putaclic du style voici les 3 fins secrètes de Doki Doki Literature Club. On va déjà parler de la fin dédiée à Natsuki, qui est débloquable à partir de l'acte 2, ou si lors des 2 premiers mini-jeux où on écrit des poèmes, ceux-là, on choisit de les dédier à Natsuki en utilisant les mots correspondant à son chibi, qui la feront sautiller sur votre écran. Et bah quand le 3e jour arrivera, donc après avoir remis votre 2e poème, Natsuki viendra nous prendre à part, afin de nous demander pourquoi on n'a pas passé plus de temps avec elle auparavant, au lieu d'en passer avec Yuri. Car oui, dans l'acte 2, vous êtes obligé de suivre entre guillemets la route Yuri, vous aurez plus d'interactions avec elle. Ce à quoi va s'en suivre une série progressive de bugs, glitch visuels et auditifs, dans lesquels vous aurez droit à une Natsuki très glitchée, avant de mettre sa tête visiblement en angle droit. Le jeu va ensuite afficher un écran de fin, qui n'en est pas vraiment un, puisque juste après, le jeu continuera normalement suivant la route classique. On va maintenant parler de la fin qui expliquera pas mal de choses que j'avais mentionnées quand je parlais de l'acte 3 et 4, et qui justifiera peut-être aux yeux de certains le comportement de Monica tout au long du jeu. Sale pute!
Donc au début du jeu, avant même de le lancer du coup, si on supprime les fichiers liés à Monica dans le dossier des personnages, quand on lance le jeu, on est face à une Sayori qui est... paniquée. Suite à ça, le jeu se ferme, et quand on le relance, on a affaire à ça. Oh non. Pourquoi? Cette image restera fixe pendant 10 bonnes minutes, ce qui peut rappeler des souvenirs à certains. Après ces 10 longues et angoissantes minutes, oui j'en ai bavé pour cette vidéo, on aura droit à un message écrit par la même police d'écriture que les poèmes de Sayori, en nous disant que tout le monde peut être heureux maintenant. Ce qui nous rappelle aussi le moment dans l'acte 4 où Monica nous disait clairement l'inverse. Donc du coup, comment on peut interpréter cette fin? Et bah si on prend en compte le fait que Monica n'existait plus dans cette route, et le fait que Sayori est d'elle-même Alt F4 le jeu, et qu'elle a aussi écrit d'elle-même le message après les 10 minutes, et en prenant également en compte que dans l'acte 4, quand Monica était supposée ne plus exister, Sayori avait pris le rôle de présidente du club de littérature, on peut en déduire que n'importe qui, étant doté du poste de présidente du club, possède les mêmes aptitudes et pouvoirs que Monica, c'est-à-dire le fait d'être conscient que la personne est un personnage de jeu vidéo. Mais ça voudrait également dire qu'elle comprendrait le monde dans lequel elle vit, sa nature, et le fait qu'elle peut le manipuler à sa guise. En gros, pour les ados prépubères de 13 ans et demi, clairement au monde entier que Jujutsu Kaisen est le meilleur anime all time, vous pouvez comparer la réaction de Sayori à celle de Jogo dans la saison 1 quand elle affronte Gojo et qu'il est mis face à la sphère de l'infini. Bon, après avoir parlé de beaucoup de trucs assez badants, il est temps de sourire un peu, puisque cette fin-là est pour beaucoup considérée comme la bonne fin. Alors, pour les attardés au fond de la classe, bonne fin, pas dans le sens où c'est la fin correcte qu'il faut faire pour bien finir le jeu, mais bonne dans le sens où c'est la fin heureuse, dans lequel pour la déclencher, ça se passe directement au premier poème, donc le deuxième jour. Donc, avant de faire le premier mini-jeu du poème, on doit sauvegarder, donc faire un nombre de saves équivalent au nombre de filles dans le club, plus une autre sauvegarde pour après, car il faudra suivre la route de chacun dans cet acte 1. D'ailleurs, petite remarque, mais le mini-jeu du poème peut nous permettre, en réfléchissant un minimum, d'anticiper la situation de Sayori, car quand on choisit des mots comme désespoir, etc. c'est son chibi qui sautille, ce qui signifie que c'est des mots qui la concernent. Bref, après avoir fait les roues de chacune jusqu'à la fin de l'acte 1, sans activer la scène de Sayori, puisqu'elle supprimera toutes vos sauvegardes, comme je l'ai dit précédemment. Après ça, vous débloquerez logiquement toutes les scènes exclusives à chacune, donc toutes les illustrations. Ce qui est déjà pas mal parce que ça vous fait énormément progresser dans le 100%. Ensuite, il vous faudra aller dans votre 4ème sauvegarde, celle que vous avez créée en plus au début de la manip, puis de finir le jeu dans la route classique. Sauf que l'acte 4 sera différent, puisque dans celui-ci, Natsuki et Yuri auront une relation beaucoup moins conflictuelle qu'à l'accoutumée. Et on aura droit à un dialogue de Sayori qui est, grosso modo, le même qu'à la fin de l'acte 4 de la route basique, avant d'annoncer la fin du jeu et de demander aux joueurs de revenir passer les voir de temps en temps. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, les protagonistes de Doki Doki Literature Club nourrissent des clichés très connus. On a d'abord Sayori, personnage funny et kawaii desune à souhait. On a Yuri, qui nourrit les clichés de la waifu mature et timide, mais qui s'ouvre petit à petit aux joueurs. On a Natsuki, qui représente la tsundere impétueuse et arrogante, qui va provoquer tout d'abord chez le joueur un agacement, paradoxalement suivi d'un attachement auprès du personnage. Et Monica, qui elle suit le modèle de l'élève populaire qui entre en contact avec le protagoniste qu'on contrôle, qui lui nourrit bien sûr le cliché du lycéen banal et sans amis, cliché qu'on peut retrouver dans pas mal de mangas ou d'animés de romance plus ou moins bien exploités. Mais ça, le fait que les protagonistes nourrissent les plus gros clichés des animés ou des dating sims, c'est voulu par le développeur, le jeu ayant pour but de nous mettre dans une fausse situation confortable, avec des caractéristiques que le joueur connaît, pensant ainsi qu'il a le contrôle sur ses relations avant de... Comment dire, le mettre copieusement à sa place en lui montrant que rien n'est acquis, et qu'il se moque totalement des clichés du genre. Par exemple, derrière les traits joyeux et tête en l'air de Sayori, se cache un mal-être profond, une qu'elle traîne sur ses épaules depuis qu'elle est petite. Derrière le comportement maîtrisé et réfléchi de Yuri, se cache également un mal-être, cette fois-ci lié à un besoin d'affection auprès du joueur, exprimé par une capacité à se faire du mal physiquement, ou à une obsession envers nous limite morbide, comme on a pu le voir quand on allait chez elle lors de l'acte 2, ou lors des différentes scènes nous laissant des indices quant à son vrai caractère. Natsuki, quant à elle, derrière ce cliché de tsundere arrogante, se cache, comme Yuri, un fort besoin d'affection, même si ce caractère ne se manifeste pas de la même manière que Yuri, parce que de son côté, elle va développer une personnalité plus douce et vulnérable. Et pour finir, Monica, qui derrière sa facette de fille populaire, se cache une personne possessive liée pour beaucoup à un problème de narcissisme, attrait psychologique qu'ont beaucoup de personnages catégorisés comme des yandere dans la culture japonaise. Ce sont donc des protagonistes avec des personnalités d'abord clichés quand on connaît le genre qui sont présentés aux joueurs, mais qui sont en réalité hyper complexes, ce qui renforce par exemple ce sentiment de culpabilité après
de Sayori, qui est un personnage qu'on pensait connaître via les clichés d'Happy Girl qu'elle nourrissait depuis le début du jeu, alors que finalement on était totalement à côté de la plaque, alors que pourtant le jeu nous laissait des indices, via par exemple les passages de mini-jeux du poème cité précédemment. DDLC est un classique. Indéniablement. C'est un jeu avec une durée de vie exceptionnelle si on fait toutes les routes et qu'on veut faire le 100%. C'est le genre de jeu traitant de sujets assez submersifs, assez tabous, qu'on aime parce que c'est pas catchy. Les sujets traités dans le scénario et les dialogues sont justes et maîtrisés. Y'en a pas trop, mais y'en a assez. Les personnages ont une vraie personnalité. C'est pas seulement des images format PNG et des dialogues polysériales. Ce qui renforce la facilité du joueur à s'y attacher. Et ce qui renforce du coup l'impact et le choc provoqué par certaines scènes. D'autant plus impactante à cause de cet aspect non-retour, notamment à coup de suppression de sauvegarde des fichiers. Bon, c'est la fin de cette vidéo qui est vraiment la plus huge que j'ai jamais fait sur cette chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu, au moins un peu quand même. Surtout que c'est vraiment pas le type de format que j'ai l'habitude de faire. Sur ce, la bise équipe.